Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette 4e conférence du Master RISE. Elle s'intitule Lever le voile sur les perturbateurs endocriniens dans le milieu de la cosmétique. Nous allons rapidement vous parler d'un petit point information avant de commencer. Nous avons réservé un bar qui s'appelle le Sample juste à côté d'ici, sur les quais, afin de continuer le débat pour les personnes qui veulent parler des perturbateurs endocriniens toute la soirée. Vous serez les bienvenus. Alors, nous allons commencer par introduire la définition des perturbateurs endocriniens. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les perturbateurs endocriniens sont des substances ou un groupe de substances qui altèrent le système endocrinien. Plus précisément, le système endocrinien est donc le système qui produit les hormones essentielles au bon fonctionnement de l'organisme des êtres vivants, humains comme animaux. Les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans plein de produits du quotidien, surtout dans notre monde actuel. Les produits ménagers, les produits alimentaires et en ce qui nous concerne, les cosmétiques. Le marché mondial des cosmétiques représentait en 2019 483 milliards d'euros. En plein essor, ce secteur ne cesse de croître, notamment grâce aux tendances et aux modes. La France est le leader mondial de la cosmétique avec 15% des parts du marché et la fabrication et l'exportation représentent quant à elles 30,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'utilisation des perturbateurs endocriniens est très répandue dans le secteur de la cosmétique pour diverses raisons, notamment la conservation des produits. Pourtant, ces substances sont soupçonnées d'avoir des effets néfastes sur la santé humaine ainsi que l'environnement. Quels sont ces effets ? Pourquoi utilise-t-on autant les perturbateurs endocriniens ? Et surtout, comment protéger notre santé et l'environnement contre les effets de ces substances ? Pour nous éclairer et nous sensibiliser, nous accueillons ce soir 4 intervenants à qui je vais laisser l'honneur de se présenter, à commencer par vous, docteur. Bonjour, donc moi je suis Aurélie Portefait, je suis pédiatre et responsable d'un centre de recherche aux Hospices civils de Lyon et je m'occupe, moi, dans ma recherche personnelle, de santé environnementale et de perturbateurs endocriniens. Allez-y. Donc, ici Jules, je suis responsable R&D chez Exarte, c'est un laboratoire de développement de produits cosmétiques pour les marques qui souhaitent externaliser une partie de leur développement. Ils nous confient leur développement et on les accompagne jusqu'à la production du produit. On est très spécialisé en produits naturels. Et donc c'est à moi, Céline de Laurence, je suis adjointe au maire de Lyon en charge de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. Je vous remercie. Je vais présenter brièvement Maître Raffin, qui est un petit peu en retard, mais qui arrive, qui est donc un avocat au barreau de Lyon qui s'est spécialisé en droit de l'environnement. Eh bien, merci à tous pour ces présentations très brèves. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous ce soir. Sans vous, le débat ne pourrait pas avoir lieu. Donc, on vous remercie. Sans plus tarder, nous allons commencer la conférence en parlant des perturbateurs endocriniens comme une menace invisible aux grands enjeux. Simplement, avant de commencer, on va utiliser l'acronyme PE pour désigner perturbateurs endocriniens pour fluidifier le débat. Et pour commencer, la première question sera pour vous, docteur. Comment définiriez-vous les PE et pourquoi suscitent-ils autant d'attention dans le domaine des cosmétiques ? Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne le système endocrinien et comment les PE les perturbent ? Merci. Du coup, t'as mes diapos ? Ah, nickel. Donc, on va commencer par la suivante. Montrer comment ça marche le système endocrinien. Donc, le système endocrinien, c'est à l'intérieur de chacun. On a des glandes qui sécrètent des hormones qui vont se fixer sur des récepteurs qui font agir nos cellules. Par exemple, l'hypophyse, qui est une petite glande qu'on a dans le cerveau, sécrète de l'hormone de croissance qui va se fixer sur les récepteurs, sur les os pour qu'on grandisse, sur les cellules pour qu'elles se reproduisent. L'hypothalamus sécrète une hormone qui va aller elle-même stimuler la sécrétion des hormones thyroïdiennes, par exemple, qui vont faire que votre cœur va battre plus vite, que vous allez métaboliser le cholestérol, Voilà. Donc, une hormone, c'est une substance qui va agir grâce à un récepteur dans l'organisme et entraîner plein d'effets, qui peuvent être très très loin de là où ils sont sécrétés. Entre l'hypophyse et le fémur pour qu'ils grandissent, vous voyez qu'il y a de la distance. Donc ça, c'est comment ça fonctionne, le système hormonal.
Les perturbateurs endocriniens, donc c'est la définition de l'OMS que vous avez très bien rappelé, c'est une substance ou un mélange de substances, et là déjà on commence à se dire que ça ne va pas être si simple, parce qu'un mélange de substances, ça veut dire combien, on touche du doigt le fait qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont mélangés, qui a probablement un effet cocktail, c'est le mélange de tout ça qui est responsable des effets, qui altère les fonctions du système endocrinien sur la population, donc nous-mêmes, mais aussi notre descendance, c'est-à-dire qu'il y a des anomalies qui vont se transmettre de génération en génération, ou sur des sous-groupes. On a des populations dites vulnérables, typiquement les enfants, c'est bien, je suis pédiatre, les femmes enceintes, c'est ce qu'on appelle des fenêtres de vulnérabilité, donc c'est des moments où on est plus susceptible d'avoir des effets quand on est exposé. Et donc ces gens-là, il va falloir y faire plus particulièrement attention. Je ne sais plus si... ça, c'est les mécanismes d'action, mais c'est très bien. Je vais juste finir sur les PE. Les PE, c'est une classe qui est très hétérogène. On dit perturbateurs endocriniens, c'est à peu près la même chose que si on disait les animaux. Il y a des perturbateurs endocriniens qui agissent sur une durée courte. On se contamine, on les excrète dans les urines, ça dure 3 à 5 jours. Il y en a d'autres, comme les PFAS qu'on connaît bien à Lyon, qui, eux, on les ingère, ils sont stockés avec une demi-vie, c'est-à-dire un temps moyen pendant lequel ils restent dans l'organisme, qui est de 8 ans. Donc, autant dire qu'une fois qu'on est contaminé pour un bout de temps, ce qui ne va pas poser les mêmes questions, que ce soit en termes d'effets cliniques ou que ce soit en termes de comment on communique, parce que du coup, ce n'est pas les mêmes risques. Ce qu'on sait, c'est quand même que les perturbateurs endocriniens, vous avez peut-être déjà entendu parler de la cohorte Esteban, qui est une cohorte qui a été faite sur toute la France, avec des gens qui ont été tirés au sort, des enfants de plus de 10 ans et des adultes. Et sur toute la France, sur toutes les populations, tout le monde est exposé, ou en tout cas à des biomarqueurs d'exposition aux parabènes et aux phtalates, qui sont 2 perturbateurs endocriniens à demi-vie courte, donc qui sont rapidement excrétés, et aux pesticides, qui sont plutôt des perturbateurs endocriniens à demi-vie longue. Le problème, c'est que... Alors, comment ça marche un perturbateur endocrinien ? Ça, c'est très détaillé, mais en gros, il y a plusieurs mécanismes qu'il faut retenir. Soit ça va mimer l'effet de l'hormone, il va se mettre sur le récepteur, là où normalement il y aurait l'hormone, et il va faire comme si c'était l'hormone. Soit il va aller bloquer le récepteur, il se met à la place de l'hormone, et donc l'hormone ne peut plus se mettre et il ne se passe rien. Soit on va altérer la synthèse des protéines qui peuvent se passer dans les cellules. Et la dernière chose, c'est qu'il peut y avoir des petites modifications sur des régions dites non codantes de l'ADN, donc des régions où jusque-là, on n'en parlait pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle des mutations épigénétiques entre les gènes. Et ça, par contre, le problème, c'est que ça se transmet à la descendance. Donc, vous pouvez avoir des choses, mais surtout, vous pouvez le transmettre à vos enfants. Vous êtes peut-être un peu jeune, mais il y avait un médicament qui était donné même avant moi, le Distilben, qui du coup, les mamans qui l'ont prise, leurs filles, elles ont des anomalies utérines. Et les filles de ces filles qui ont réussi à avoir des enfants, elles ont aussi des anomalies utérines. Et les petits garçons ont des anomalies du tractus génital aussi. Donc, il y a des choses qui s'impriment, même si c'est dans des régions non codantes de notre ADN, mais qui s'impriment et qui sont transmises. Pourquoi c'est important dans le domaine cosmétique ? Parce que alors le cosmétique, on en parlait juste avant, ça apparaît un peu parfois comme du plus ou du superflu. C'est-à-dire que oui, il y a plein de sources d'exposition, on va en reparler, mais le cosmétique, c'est des choses qu'on fait en plus pour être joli. Ensuite, il y en a beaucoup dans les cosmétiques. Il y a les parabènes, il y a le triclosan, parce qu'il y en a un qui est antibactérien, vous expliquerez ça mieux que moi, l'autre qui est conservateur. Et en plus, la peau, c'est quand même une barrière qui est plutôt perméable. Alors chez vous, chez moi, c'est perméable. Chez les tout petits... Ah oui, pardon. Ah ça, je ne l'ai pas dit. Bon, c'est pas grave, tu peux passer. Chez les tout petits, c'est vraiment très perméable. Et donc, il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on met sur la peau des enfants, c'est absorbé et ça reste dans son corps. La dernière chose dans les cosmétiques, c'est vrai pour le plastique que vous avez chez vous, c'est qu'il y a une interaction contenant-contenu. Donc, il y a ce qui est contenu dans le cosmétique, dans la crème, et en plus, il y a les interactions qu'il peut y avoir
avec le contenant, c'est-à-dire le tube en plastique ou la boîte en plastique, qui du coup va relarguer plein d'autres choses dans votre crème qui n'y étaient pas au départ. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Merci pour cette explication détaillée, docteur. Vous avez bien expliqué que les PE altèrent le système endocrinien, ce qui a des conséquences sur notre santé. Seulement, elles en ont aussi sur l'environnement. Maître, je ne vais pas vous laisser le temps d'arriver. Je me tourne vers vous pour vous demander, sans trop rentrer dans le détail pour le moment, quels effets observés les PE ont-ils sur l'environnement ? Okay. Pardon pour mon retard, bonjour à tous. Madame Dubois, quels sont les effets observés sur l'environnement? C'est au juriste qu'on pose cette question. Le juriste n'est que juriste, donc lui il s'occupe de la fabrique de la loi et de l'interprétation des textes, mais sur les analyses scientifiques, le juriste se repose toujours sur ce que va décider le scientifique et ensuite le politique. Donc on peut bien sûr interférer dans la fabrique de la loi, on en parlera tout à l'heure, mais sur les perturbateurs endocriniens, on est quand même très dépendant de la recherche. C'est d'ailleurs un des points centraux que je voudrais vous faire passer ici, c'est que dans le mécanisme juridique qui va encadrer la mise sur le marché de produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, il y a un mécanisme d'identification de ces produits. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés, on va pouvoir soit les restreindre, soit les interdire. Interdire les produits qui en contiennent pour protéger la santé et l'environnement. Mais avant cette identification et restriction ou interdiction, il y a toute la partie recherche. Donc là, effectivement, on est quand même assez tributaire de ce que vont faire les chercheurs, les scientifiques. J'imagine qu'ils sont eux-mêmes tributaires des allocations, des budgets qui vont être alloués par les ministères, les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche pour mener ces travaux. Donc voilà, après, pour répondre directement à la question, les effets sur l'environnement, en fait, je pense qu'ils sont aussi nombreux qu'il peut y avoir de types de perturbateurs endocriniens. Moi, je suis d'ailleurs personnellement assez inquiet. Plus on se plonge d'ailleurs dans cette thématique, plus c'est effrayant. Bienvenue dans notre monde, des juristes et avocats en droit de l'environnement. Plus on s'intéresse aux avis et aux recommandations des autorités sanitaires, plus on écoute les travaux d'associations, d'ONG, de lanceurs d'alerte, et plus on se rend compte sur ce sujet en particulier à quel point le risque est extrêmement répandu et grave, puisque d'avis en avis, d'année en année, on découvre que les implications des perturbateurs endocriniens seront de plus en plus forts. En venant ici à la conférence, j'ai regardé, j'ai vérifié que les premiers PE sont découverts dans les années 50, après la guerre, et que dans les premières études qui ont été faites, une des premières affaires qu'il y avait eu, c'est jusqu'à votre petit enfant que les produits étaient retrouvés et les conséquences, notamment gynécologiques ou sur votre appareil reproductif, avaient été retrouvées. Donc c'est particulièrement grave. Les effets, ils sont invisibles, puisqu'on est dans l'ordre du chimique, on est dans l'ordre de l'intracorporel. C'est un perturbateur endocrinien, donc en fait, il vient de l'extérieur pour perturber votre système de fonctionnement hormonal, donc tout le système de communication entre les organes. Encore une fois, je suis que juriste, donc j'ai l'impression de déborder là sur votre partie, mais donc les effets, ils sont invisibles, insidieux, et puis surtout sur une période de temps qui est très longue. D'où la difficulté pour la recherche de venir identifier non seulement l'impact d'un produit, mais également la manière de l'encadrer. Le mieux étant généralement, du coup, au moindre doute, de l'interdire. Et là, on retombe sur le principe que vous connaissez très bien de la Charte de l'environnement, sur le principe de précaution. Je ne sais pas si j'ai fait une réponse d'avocat, c'est-à-dire que j'ai répondu sans vraiment répondre à la question. Eh bien, merci maître, on vous remercie. Peut-être que, docteur, vous avez peut-être 2-3 trucs à compléter, côté environnement en tout cas. Sur le côté environnement animal, pas humain, animal, il y a à peu près les mêmes effets que ce qui est retrouvé chez l'homme. Il y a des troubles de la reproduction, il y a des anomalies de ce type-là. Et un des premiers effets qui a été observé, c'est la féminisation des poissons,
avec beaucoup de poissons qui sont devenus femelles et certaines espèces qui risquent de s'éteindre parce qu'il n'y a plus de mâles. Voilà. Eh bien, il est clair que l'impact environnemental des perturbateurs endocriniens est préoccupant, bien que sanitairement aussi parlant, il est aussi très préoccupant, et qu'il est loin de se limiter juste à la simple dégradation de l'environnement. Monsieur Jugla, vous êtes fabricant de cosmétiques. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces substances sont-elles utilisées dans les formules cosmétiques? À quoi servent-elles vraiment en fait? Alors, aujourd'hui, de molécules suspectées ou avérées d'être des perturbateurs endocriniens, sur l'ensemble des professions, on en comptabilise à peu près 8 à 900. En cosmétique, on est concerné par une trentaine qui ont été assez régulièrement utilisées. Et dans ces 30, il y a 3 groupes principaux qui ont été vraiment utilisés. Il y a les fameux parabènes dont tout le monde entend parler. Donc ça sert à conserver un produit. Il y a des dérivés fluorés qui rejoignent un peu les PFAS et qui servent surtout dans les produits de maquillage. C'est des catégories un peu particulières de produits, surtout le maquillage, à faire que le produit résiste dans la durée à la dégradation. Ce que vous soyez maquillé le soir de la même façon que vous l'étiez le matin. Et ensuite, il y a les produits, il y a les filtres solaires. Donc quand vous mettez une crème solaire, ça contient des filtres qui vont absorber les rayons solaires. Et ces molécules-là, pour une partie, elles sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens, en plus de dégrader les coraux, etc. etc. Voilà. Mais bon, pour le coup, un produit cosmétique, contrairement à certains produits alimentaires, se doit d'être conservé. On ne met pas un conservateur pour le plaisir de rajouter un produit cosmétique. On met un conservateur parce que la population elle a l'habitude d'utiliser un produit qu'elle va ouvrir et qu'elle va garder dans sa salle de bain pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'elle n'entend pas utiliser, qui soit moisi au bout d'un certain temps. Donc on doit utiliser un conservateur. Et c'est vrai que historiquement, les parabènes ont été utilisés très largement parce qu'ils avaient un spectre large. Un spectre large, ça veut dire qu'ils tuaient tous azimuts, en fait, les bactéries, les levures, les moisissures. C'était très facile d'emploi, ils n'étaient pas chers et c'était facile à utiliser. Voilà. Pour autant, eux, ils ont été suspectés d'être perturbateurs endocriniens. Je dis bien suspectés parce qu'il n'y a pas d'études formelles qui disent, et c'est bien ça la problématique, il n'y a pas d'études formelles qui disent que c'est des perturbateurs endocriniens, mais comme pour la plupart d'entre eux, à part le distilbène dont vous parliez tout à l'heure, mais la plupart des molécules, c'est des doutes plutôt que des certitudes. Et donc, la profession s'adapte assez rapidement, et aujourd'hui, ça fait moi 20 ans que je développe des produits cosmétiques, ça fait 20 ans qu'on ne m'a pas demandé de mettre des parabènes dans un produit cosmétique. Donc là, la profession a quand même su s'adapter, et aujourd'hui, il y a certaines familles de molécules, de perturbateurs endocriniens qu'on ne trouve plus dans des produits récents. Vous allez les trouver dans des produits anciens, mais dans des produits récents, vous ne les trouvez plus. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Jugla. C'est intéressant de voir à quel point ces substances sont intégrées à des raisons de conservation ou à de performance de produits. Pour terminer cette première partie, Madame de Laurence, pouvez-vous nous expliquer si ce sujet soulève des enjeux au niveau politique ? Alors oui, c'est assez. Je ne vais pas dire que c'est évident parce que la question elle a son intérêt, mais oui, c'est un sujet très politique. À la fois la présence des perturbateurs endocriniens d'une manière générale et plus spécifiquement le sujet des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. Alors, pourquoi est-ce que je mets deux niveaux de réponse dans le premier cas, sur la présence de perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Donc, on voit bien à Lyon ici la situation d'une pollution environnementale d'origine industrielle qui contamine l'environnement, qui contamine les milieux, l'eau dans certaines communes, y compris l'eau potable, l'air, etc., les sols. Donc là, on a bien un sujet de politique publique à la fois pour faire arrêter et prescrire l'arrêt de ces pollutions environnementales, mais aussi pour dépolluer et réduire les risques de contamination de la population. Donc sur, on va dire, une problématique, un enjeu de pollution environnementale, c'est assez évident que c'est un sujet dont les politiques publiques doivent s'emparer. Mais pour autant, dans les sujets de contamination plus individuelle, c'est-à-dire typiquement passer la porte de l'appartement, est-ce que ce qui se passe dans mon domicile, ça doit concerner les politiques publiques ?
certains peuvent se dire, bon, ça relève du privé, ça relève pas du collectif, etc. Moi, je pense que c'est quand même important de rappeler que l'ensemble du corpus de réglementation, alors moi je vais parler droit, mais l'ensemble du corpus de réglementation, elles sont censées protéger notre santé, avant tout, notre santé, donc celle aussi de l'environnement, bien sûr, mais voilà, les autorisations de mise sur le marché, l'ensemble des réglementations auxquelles doivent recourir les produits de la chimie qui sont utilisés là, dans le cas d'espèces, dans les cosmétiques, mais qui peuvent être utilisés dans bien d'autres domaines, comme dans l'alimentaire avec les pesticides, etc., comme dans le jardinage, le ski, le textile, etc. Donc, la chimie, elle a vocation, vous l'avez dit très bien, à permettre de limiter des problèmes d'usage, le fait que ça moisisse, le fait que ça s'enflamme, le fait que ça s'use, le fait qu'une fois que le produit est mouillé, le produit se détériore. Donc, on a inventé donc, des produits de la chimie pour faire des produits qui soient inifugés, donc non inflammables, qui soient waterproof, etc., etc. Donc ça, c'est tous les progrès de la chimie quand même pendant des années et des années, et ils sont utilisés dans différents usages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, consommateurs, enfin moi, consommatrice, on se dit que si c'est mis sur le marché, c'est que l'ensemble de ces produits, ils ont passé le crash test de la santé et que c'est OK d'un point de vue de santé et qu'a priori, ça ne vient pas détériorer la santé des personnes qui l'utilisent. Or, en fait, ça, je pense qu'il faut aussi déconstruire le fait que finalement, cette réglementation de la présence de chimie dans les produits de consommation courante, elle ne repose pas, en fait, sur des impacts, des études d'impact en santé, mais elle repose sur des estimations de doses limites de consommation qui sont estimées et qui sont la plupart du temps négociées entre les industriels et les autorités de réglementation européennes ou internationales. Donc là, on a quand même un principe fondamental de la construction des règles de protection qui, en fait, repose sur quelque chose qui n'est finalement pas scientifique. Et c'est là où on va avoir besoin de recréer du lien avec du scientifique pour reconstruire quelque chose qui est à l'endroit. Donc là, et pourquoi je dis aujourd'hui, du coup, que c'est politique, même si c'est à travers l'action individuelle de chacun qui va se mettre ou pas des cosmétiques, etc., même si les gens aient envie ou pas de se maquiller, et puis c'est pas que des sujets de maquillage, parce que ça laisse entendre qu'il s'agirait que des femmes. En fait, non, c'est beaucoup plus large. C'est aussi beaucoup de crèmes, beaucoup de shampoings, de lotions, etc. Donc c'est quand même très très étendu. Et par ailleurs, quand les gens achètent un produit de consommation courante, en fait, ils ont tout simplement besoin d'avoir confiance en ce qu'ils achètent. Et ça, c'est un sujet qui est éminemment politique. Donc voilà, la réponse était oui de base, et elle l'est d'autant plus parce qu'en fait, il y a aussi une question, je pense, de confiance du citoyen dans en fait, le fonctionnement même de la société. Je vous remercie d'avoir posé le contexte et de nous avoir éclairé sur les enjeux que pose l'utilisation des PE. Nous allons maintenant aborder la gestion et le contrôle de ces substances. En revenant vers vous, docteur, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce qu'on catégorise une substance comme étant un perturbateur endocrinien ? Alors, c'est pas si facile. Il y a de façon, pour le coup, claire, trois types de substances. Avec une classification qui vient de l'ANSES, on est PE avéré, il y a des effets qui démontrent que c'est un perturbateur endocrinien, je vais en reparler juste après. On est PE présumé, il y a des indices scientifiques. On est PE suspecté, il y a des signaux d'alerte. Il y a une réglementation européenne. Il y a l'Agence européenne des aliments et puis l'Agence européenne des produits chimiques qui explique comment on valide le caractère perturbateur endocrinien. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une preuve scientifique d'un effet mauvais sur la santé humaine ou animale ou l'environnement. Il faut qu'il y ait un mode d'action compatible, c'est-à-dire que physiologiquement, on sait que
le bisphénol A qui est qui a une structure chimique proche de celle des œstrogènes, ça paraît plausible qu'il aille se fixer sur le récepteur aux œstrogènes pour entraîner un effet. Okay. Et la dernière chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien de causalité établi entre l'effet qu'on observe, une puberté précoce, et le mécanisme d'action, je me fixe sur un récepteur aux œstrogènes trop tôt. Okay. Avec tout ça, il faut réussir à rentrer dans ces catégories perturbateurs endocriniens avérés, suspectés ou présumés en fonction du niveau de preuve qu'on a, on en reparlera après. C'est ce que nous, on cherche à déterminer en recherche. En tout cas, il faut au moins quelque chose de clinique, donc sur plutôt des études épidémiologiques de population. Il faut revenir vers la paillasse avec des tests soit in vitro sur des cultures de cellules, soit in vivo sur des petits animaux. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout, mais je ne suis pas sûre. À mon avis, c'est bon, je vous remercie. Okay. On va partir de votre réponse pour enchaîner avec les réglementations. Maître, qu'en est-il des mécanismes législatifs et réglementaires existants pour encadrer l'utilisation des PE ? Très bien. Écoutez, classiquement, à vous, juristes de M2, je ne vais rien vous apprendre. Je pense qu'il y a une réglementation européenne, une réglementation nationale. Mais tout d'abord, pour faire le lien avec ce que disait Madame de Laurens sur le caractère politique de ce sujet, ce qui est très intéressant, et personne ne doit être naïf sur ces questions-là. Le droit, c'est une chose, les objectifs du droit sont très louables, la protection de la santé, la protection de l'environnement, mais de manière très concrète, en fait, on est dans une jungle, notamment au niveau européen, une jungle où les lobbies sont très présents, et l'enjeu va être de trouver un équilibre entre une réglementation protectrice et une réglementation compétitive. Hein, voilà, pour faire très simple. Donc, évidemment que c'est très politique. C'est politique dans les deux sens. Up et bottom, c'est-à-dire que vous allez avoir une attente de la population, parce que des scientifiques, je vous disais tout à l'heure, ont lancé l'alerte, parce que des citoyens s'en préoccupent, se préoccupent de leur santé, conscientisés, ou de manière philosophique, vont donc créer des attentes politiques, et les acteurs politiques, eux, vont donc initier, dans la fabrique de la loi ou de la norme, vont donc initier une réglementation qui va donc être plus ou moins protectrice selon les enjeux ou l'efficacité des lobbies au passage de la fabrique de la norme. Si on prend au niveau européen, très classiquement, le règlement REACH, que vous connaissez tous, REACH pour Research, Evaluation, Authorization, et le dernier, Restriction of Chemicals. Ça, c'est le règlement de 2006, c'est un peu le règlement parapluie pour le contrôle de l'importation, fabrication et distribution des produits chimiques sur le territoire européen. Et donc, très classiquement, on va retrouver ces structures aussi pour les cosmétiques dans la réglementation. On a d'abord une phase d'enregistrement des entreprises qui fabriquent, qui distribuent ces produits, des produits en tant que tels. Il y a cette phase d'enregistrement et ensuite, il y a cette phase d'évaluation et d'autorisation. Donc, on évalue, comme disait Madame Portefeuille, Madame Portefeuille, en fonction du risque de l'élément chimique identifié, on va lui associer un régime plus ou moins restrictif, d'où le caractère autorisation. Et pour les produits les plus dangereux, ça sera donc la restriction. Le règlement REACH, on trouve donc un mini-REACH appliqué aux cosmétiques, puisque vous savez que le droit de l'environnement est sectoriel. Donc pour chaque sujet, on a une réglementation particulière. Et le règlement européen qui concerne les cosmétiques date de 2009. Donc c'est plutôt ancien. Ou pas, si on considère que les premiers perturbateurs ont été repérés dans les années 50. Bon, mais c'est quand même le règlement de 2009 sur les cosmétiques qui va encadrer la mise sur le marché donc, de ces produits. Et donc, dans ces produits de consommation, on retrouve les produits cosmétiques. Et une attention particulière va être portée sur ce nouveau sujet des perturbateurs endocriniens. D'abord, on a un principe de sécurité, le but étant de protéger les consommateurs et leur santé. Et ensuite, on va interdire ou restreindre les substances selon la classification qui vous a été donnée tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut dire. S'il y a une agence effectivement qui va être chargée de classer ces substances, c'est une réglementation qui est vivante, qui est évolutive, donc elle est mise à jour régulièrement. Le règlement a été mis à jour en 2013, mais il continue à l'être. On essaie d'harmoniser le règlement cosmétique avec le règlement REACH pour pouvoir encadrer tous les produits qui vont circuler sur le marché européen.
Et on retrouve ensuite cette logique d'identification et restriction sur la loi française, évidemment. Bon, le règlement cosmétique de 2009, il s'applique directement, il est directement applicable dans l'État membre de l'Union. Néanmoins, il y a quand même des normes françaises qui ont été adoptées en complément. Et cocorico, la France a été plutôt pionnière dans ce sujet, puisque dans le cadre de sa réglementation interne, on a ces fameuses stratégies sur les perturbateurs endocriniens, les SNPE. Voilà. Les SNPE, la première date de 2014, et donc on voit cette attente déjà de la population, et donc ça se traduit politiquement par une initiative politique visant à créer un plan d'action. Alors dans les plans d'action, ça ne veut pas forcément qu'ils sont efficaces, mais en tout cas, plan d'action, au moins il y a une action, on ne peut pas le reprocher. Mais dès 2014, il y a donc une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui va être mise en place, mise en œuvre. L'idée, encore une fois, les maîtres mots, parce qu'il faut marteler des messages pour qu'ils passent dans les conférences. Donc les maîtres mots, là, c'est identification et donc recherche-identification. Voilà. Donc cette stratégie-là, elle va encourager les agences sanitaires pour effectuer des recherches complémentaires sur l'ensemble des produits qui pourraient rentrer dans cette catégorie des perturbateurs endocriniens. Traduit en termes légaux, parce que la stratégie nationale pour les perturbateurs endocriniens, c'est une initiative politique, mais il faut que ça se traduise dans la loi. Et donc, vous avez la loi anti-gaspillage et économie circulaire de 2020, qui, elle, vient imposer aux fabricants et distributeurs une meilleure information sur les produits mis sur le marché en France. Et je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais sinon je reprendrai la parole tout à l'heure. Mais il y avait une application très concrète. Alors, ce n'est pas un produit cosmétique. Si on parle des tampons ou des serviettes hygiéniques, on est donc sur des produits hygiéniques. C'est pas une réglementation cosmétique. Mais pour parler de l'initiative politique et comment ça se traduit concrètement, sur les tampons et serviettes hygiéniques, il y a eu une attente de la population pour mieux informer les utilisateurs. Ça part d'un avis de l'ANSES, qui est une agence nationale de protection sanitaire. Et en 2022, l'ANSES va rendre un avis pour une meilleure information sur les substances qui sont contenues dans ces produits hygiéniques. Il y avait notamment du glyphosate, parce que c'est du coton, et donc en fonction de la manière dont vous produisez le coton qui va servir à confectionner les serviettes ou les tampons, eh bien, vous retrouvez des pesticides ou des produits tels que le glyphosate. Très concrètement, on a donc un décret du 30 décembre 2023 relatif à l'information sur certains produits de protection intime. C'est pour vous montrer un cas concret d'application. On part du règlement européen, on arrive par les stratégies nationales et ça débouche sur un acte réglementaire concret. Le public concerné, c'est les fabricants, importateurs et distributeurs des serviettes hygiéniques sur le marché français. Et l'obligation, c'est de mettre des informations qui soient lisibles sur l'emballage ou dans les petites notices que personne ne lit, les dépliants écrits tout petits. Et donc, dans ce décret de 2023, je ne l'ai pas imprimé ici, mais juste un extrait, il vise bien, j'ai vu qu'il visait l'avis de l'ANSES de 2022, qui a fait donc ce travail d'alerte sur les produits hygiéniques féminins. Et dans son article 1er, je vous lis, les dispositions du présent décret s'appliquent aux produits à usage unique ou réutilisable destinés à absorber ou retenir les fluides corporels ou à être mis en contact avec l'appareil urogénital interne ou externe des personnes pubères, très bien, soumis à la vente ou distribués de manière gratuite. Et c'est son article 2, alinéa 1, qui va expliquer que l'emballage de ces produits doit mentionner les informations suivantes écrites en langue française, indélébiles, visibles, lisibles et compréhensibles, notamment, premièrement, la composition du produit. Voilà. Donc, soit on le retrouve sur l'emballage, soit on le retrouve dans la petite notice. Et c'est à ce genre de résultat qu'on peut arriver avec la fabrique de la norme en partant donc du règlement parapluie européen et d'une volonté politique nationale qui encadre certains produits. Mais il y a encore du chemin pour la réglementation des autres perturbateurs. Eh bien, merci Maître pour cette mise en perspective des réglementations en vigueur. Vous avez mentionné justement l'ANSES, docteur et maître. Est-ce que vous voulez peut-être développer un peu plus ce que c'est ? Je sais que c'est une agence de régulation. Est-ce que vous voulez développer un peu plus son rôle ? Théorique ou très concrètement ? Comme vous souhaitez.
En fait, l'ANSES est une agence de l'État, un établissement public national, donc qui répond, moi j'ose le dire, je suis avocat, donc ma parole est plutôt libre, mais ils répondent à une commande en fait, hein, et ils doivent surtout pas, je trouve, sur certains sujets, on les trouve un peu en deçà, un peu en retard par rapport aux risques que pourraient démontrer certaines associations, ONG ou lanceurs d'alerte. Mais ça, c'est un avis qui est très personnel, hein, qui s'appuie sur les différents procès qu'on a pu mener en droit de l'environnement. Mais l'ANSES, on les trouve toujours un peu timorés dans les conclusions et avis qu'ils vont rendre, alors même qu'on parle de sujets qui potentiellement peuvent être très impactants pour la santé humaine. Donc l'application du principe de précaution, moi je trouve qu'on ne la retrouve pas réellement dans les avis de l'ANSES. Et donc on va devoir attendre de manière pluriannuelle la publication d'un, deux, trois avis. Donc il peut s'écouler du coup 5 à 10 ans avant qu'on ait quand même des certitudes, voilà, des conclusions vraiment affirmées que tel produit, telle substance ou service est dangereux. Voilà, donc, mais vous voyez, sur les serviettes hygiéniques, c'est par l'avis de 2022 de l'ANSES qu'on a pu déboucher sur le décret de 2023 qui permet une meilleure information. J'ai osé le dire, voilà. C'est un peu en deçà quand même. Ouais, je suis plutôt d'accord. On en parlait hier avec un collègue médecin-chercheur qui fait des analyses sur le lait des lactariums. Il y a effectivement une étude qui a été demandée par l'ANSES. Ils ont fini il y a 3 ans et il n'y a toujours pas de résultats et, et ils n'ont pas accès aux bases de données, même les gens qui ont participé. Donc oui, il y a des choses bien, il y a des avis qui sont bien, il y a des alertes qui sont bonnes. Néanmoins, en termes de temporalité, c'est pas la même que les chercheurs académiques, quoi. Et ils adorent conclure en disant que on va continuer à chercher. Souvent, dans les conclusions, vous lisez ça, il y a une alerte qui est donnée sur une pratique, un produit, une substance, mais ils disent bien qu'ils n'ont pas assez d'éléments significatifs, donc ils vont continuer la recherche. Et, voilà, après, c'est vrai qu'on vit aussi dans un monde économique, hein, il y a des besoins, et donc dans un monde économique ouvert, mondialisé, donc forcément, il faut tenir compte aussi de certaines réalités compétitives et économiques. Hein. Moi, j'ai du mal personnellement à le dire, parce qu'on devrait évidemment privilégier la santé humaine, mais de manière réaliste, il y a aussi des contingences économiques, et donc l'ANSES ne peut pas tout écrire immédiatement, et elle prend des pincettes sur certains sujets. Eh bien, merci pour cette explication très claire. À un niveau plus local, comment une ville comme Lyon se positionne-t-elle face à cette problématique des perturbateurs endocriniens ? Madame de Laurence, la ville de Lyon a-t-elle mis en place des actions pour lutter contre ces substances, justement ? Alors, oui, alors déjà, il y a un cadre global d'action d'une collectivité, c'est de participer à ce qui se passe en dehors de sa collectivité. Donc, typiquement, participer et être en lien avec les différentes instances qui vont travailler, typiquement là sur le sujet PFAS, qui vont travailler sur le suivi de cette pollution environnementale, les prescriptions qui sont appliquées, etc. Donc là, c'est vraiment un travail de coordination important avec l'ADREAL, avec l'Agence régionale de santé, avec la métropole, donc à la fois ceux qui suivent la pollution environnementale, ceux qui ont prescrit des mesures aux industriels, qui suivent l'application de ces mesures et qui regardent ce que ça produit sur les pollutions dans l'environnement, etc. Donc ça, c'est, on va dire, un travail de coordination et de suivi. Après, nous, de manière proactive, on a également, on s'est doté, parce qu'on l'a voulu, d'une politique publique locale sur les perturbateurs endocriniens, en signant déjà la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, qui est un outil du réseau environnement santé, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure, mais qui permet en fait de faire masse, un peu de faire un lobby de collectivités, justement, qui montre l'importance à rendre politique ce sujet et à le faire monter auprès du législateur, à la fois au niveau national, mais au niveau européen. Et là, il y a la révision de la directive REACH, en l'occurrence, qui est très attendue à cet égard. Au niveau local, il y a aussi
une proposition de loi qui doit passer là à la niche parlementaire écologiste qui avait déjà été présentée, donc là en droit français, qui avait été présentée juste avant les dissolutions, qui était passée à l'Assemblée, qui était passée au Sénat, et paf, dissolution. Donc normalement ça revient le 20 février, on espère que ça passera. Donc voilà, et nous par ailleurs, donc tout ça pour dire qu'on a signé cette charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, que celle-là nous permet aussi de faire une action de lobby plus globale, mais l'objectif de cette charte, c'est surtout d'avoir des actions locales, d'informer la population et de mettre en place des mesures de protection, en tout cas de prévention de l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens. Donc comment ça se traduit concrètement pour une ville? Les villes, dans leurs compétences, elles s'occupent par exemple des écoles. Elles n'embauchent pas les enseignants, mais elles gèrent les établissements, enfin le bâtiment, mais aussi tout le périscolaire, etc. Elles s'occupent des crèches aussi. Elles gèrent en gestion directe pas mal de crèches. Et on sait l'importance des 1000 premiers jours pour les risques d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et du coup, l'objectif, c'est aussi que dans tous ces environnements dans lesquels les enfants vont passer quand même pas mal de temps, les petits Lyonnaises et les petites Lyonnais, en l'occurrence, ne se retrouvent pas exposés à des perturbateurs endocriniens quand ils sont confiés à la ville de Lyon là-dessus. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est déjà un plan d'action. Alors je dis, on balaye devant notre porte, c'est-à-dire avant de dire il faut sortir, etc., des perturbateurs endocriniens, regardons-nous s'il n'y en a pas dans nos usages directs. Et en l'occurrence, il y en avait. Donc on y travaille. Donc dans les mesures principales, il y a celle du bio dans les cantines, parce qu'on sait que certains pesticides peuvent agir comme perturbateurs endocriniens. Donc l'enjeu de passer au bio, c'est aussi celui-là. C'est évidemment protéger les environnements, mais c'est surtout protéger la santé des personnes et des enfants qui ingèrent ces aliments. Donc le bio dans les cantines, 100% pour les crèches et 75% en objectif qui sera normalement atteint en fin de mandat pour les écoles. Donc ça, c'est déjà un gros engagement. Mais il y a aussi la fin du plastique, à la fois dans les contenants, dans les vaisselles des crèches. Ça peut paraître idiot, mais en fait, dans les crèches, il y a encore beaucoup de crèches qui utilisent de la vaisselle en plastique pour éviter que ça se casse, etc. Il faut savoir que le plastique, enfin tout plastique, en fait, contient des phtalates. Le phthalate est un perturbateur endocrinien. Et les phtalates, en fait, c'est à partir du moment où on estime que le plastique peut être fondu pour lui donner cette propriété soit de souplesse, soit de lui donner une forme, si c'est un plastique dur. Voilà. Donc, en fait, les phtalates sont présents dans à peu près la quasi-totalité des plastiques. Donc, à partir du moment où il y a plastique, il y a risque d'ingestion de phtalates. Et il se trouve que les phtalates, du coup, les enfants qui sont petits en volume, etc., sont assez exposés aux phtalates parce que on s'est dit, c'est miraculeux le plastique parce que ça va pas se casser, etc. Et en fait, les enfants qui sont en plus de petite corpulence ont des risques d'exposition qui sont plus importants, à la fois en nombre d'expositions, mais aussi en volume parce que leur corps, en fait, reçoit davantage de phtalates. Mais la bonne nouvelle, c'est que les phtalates n'ont pas une très très longue durée de vie. Et donc, quand on décide de se débarrasser de ces plastiques, la présence et la densité de phtalates dans le corps diminue assez rapidement. Enfin, sous 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Je passe sous contrôle de la médecin-chef. Donc voilà. Mais en tout cas, ça, c'est un engagement important. Donc aujourd'hui, dans les crèches de la ville de Lyon, il n'y a plus de plastique en contact avec les aliments, en contact avec la réchauffe. Et par ailleurs, on essaye de mettre fin aux jouets en plastique. En principe, c'est en cours. Il y a aussi le nettoyage. Alors ça a l'air de rien, mais il y a également parfois des perturbateurs endocriniens qui peuvent être présents dans les produits de nettoyage. En gros, quand ça sent bon et voilà, quand le produit sent très fort, souvent il y a quelque chose qui est persistant, c'est-à-dire que pour que l'odeur reste, on met des PFAS pour permettre la persistance de l'odeur. Et dans les produits de nettoyage, en dehors du fait de la qualité
de nettoiement du produit, il y a aussi cette espèce d'effet, on va montrer que ça sent bon, ça sent le propre, enfin, vous connaissez ces phrases un peu toutes faites, et en fait, donc on se rend compte qu'il faut réduire la présence de chimie d'une manière générale, mais dans les produits d'entretien, mais en particulier pour cette exposition aux perturbateurs endocriniens, et du coup, on est passé à des modes des process de nettoiement sans chimie dans les crèches, donc avec uniquement de l'eau. Et on a aussi réussi à démontrer qu'en fait, c'était largement suffisant avec un geste adéquat pour la quasi-totalité en fait, des surfaces nettoyées. Donc voilà, donc en fait ce plan d'action sur les perturbateurs endocriniens, c'est une stratégie politique avec 27 actions qu'on a mises en place, qui sont la plupart engagées, pour beaucoup terminées. Et ça, ce sont des politiques, on va dire, proactives que la ville peut entreprendre si elle est politiquement engagée à agir là-dessus. Ce plan d'action, il pourrait être étoffé largement. Là, il a été concentré sur d'abord les 1000 premiers jours. En fait, les personnes qui sont le plus à risque, en fait, pour elles et les générations futures. Donc, on a vraiment fait un focus sur les 1000 premiers jours et les enfants, donc les crèches et les écoles. Voilà, c'est un premier élément de réponse, mais dire que globalement, les collectivités locales, elles ont énormément de leviers pour agir sur et toutes en fait, pas seulement les métropoles qui gèrent la qualité la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Mais en fait, chacun dans sa prérogative, et je dirais même les universités dans l'air intérieur, etc., a une responsabilité sur l'exposition des populations qui fréquentent leurs établissements, et ça, c'est important aussi à rappeler. Donc, tous ceux qui veulent peuvent agir. Eh bien, merci Madame de Laurence. C'est très rassurant de voir que des initiatives locales prennent forme. Monsieur Jugla, vous avez décidé de ne pas utiliser de PE dans vos produits. Comment avez-vous fait ce choix ? Sur quelles informations vous vous basez et pourquoi en fait avez-vous décidé de ne pas en utiliser dans vos produits ? Moi, je suis rentré dans la profession il y a 20 ou 25 ans, à une époque où on commençait à avoir conscience des problématiques environnementales. Et donc, ça nous a semblé évident, en rentrant dans la profession il y a 25 ans à peu près, de ne pas être l'héritier de formules déjà qui existaient depuis... Excusez-moi, vous pouvez parler dans le micro s'il vous plaît. Ça nous a semblé évident, en commençant il y a 25 ans, et donc comme je disais, de ne pas être héritier de formules existantes depuis longtemps, ça semblait évident de ne pas utiliser des molécules pour lesquelles il y avait un doute. Comme vous disiez tout à l'heure, en fait, il y a toujours un décalage entre la réglementation et les constats scientifiques, même si on pourrait en reparler. Mais dès qu'il y a suspicion d'une molécule qui pourrait avoir un effet nuisible, nous, on a décidé de ne pas les utiliser. Il y a une liste aujourd'hui qui est établie par l'Union européenne qui donne la liste des molécules avérées ou présumées comme étant perturbateurs endocriniens. Elle évolue régulièrement. Donc c'est assez facile de s'y conformer et de ne pas utiliser les matières premières qui sont dans cette liste-là. Quand on formule un nouveau produit, c'est assez simple. Quand on va hériter d'un produit existant, une marque qui existe depuis longtemps, qui a des produits sur le marché qui sont reconnus par les utilisateurs, les utilisateurs ont l'habitude d'un tel parfum, par exemple, d'une telle application. Là, ça peut être compliqué pour la marque de ce produit existant de changer le produit et d'enlever les perturbateurs endocriniens tout en gardant les mêmes propriétés organoleptiques du produit. Le client, il risque d'être un peu décontenancé et de ne plus s'y retrouver, de se demander ce qui se passe. Je voudrais rajouter aussi qu'en cosmétique, on a une vertu quand même, c'est qu'on écrit sur l'emballage la totalité des ingrédients qui le composent. Pas comme certains produits que vous pouvez acheter, comme une poêle par exemple, ou dans le fond de la poêle, on ne sait pas trop ce qu'il y a comme perturbateur endocrinien, ce n'est pas écrit sur l'emballage. Quand vous achetez un canapé, vous ne savez pas ce qui a été mis sur le tissu pour retarder le feu, si jamais il y avait un feu, ce n'est pas écrit sur le canapé. Nous, en cosmétique, on écrit en toutes lettres les ingrédients, et si un produit contient des parabènes, il y a écrit parabènes. Il y a certaines industries, et proches notamment, comme la pharmaceutique, où il n'y a pas écrit parabènes. Et donc, il va y avoir écrit, par exemple, para-hydroxybenzoate de méthylsodé. Vous allez lire ça, vous dites, tranquille, je peux utiliser ça. En fait, c'est des parabènes.
mais ce terme-là n'a pas été véhiculé et n'est pas rentré dans le langage courant, donc les personnes l'utilisent sans aucun problème, sans penser qu'ils utilisent des produits contenant des parabènes. Donc la biafine, par exemple, quand vous utilisez la biafine, vous avez pris un coup de soleil, vous tartinez de parabènes. Vous ne le savez pas, ce n'est pas marqué sur l'emballage. Nous, en cosmétique, on le marque sur l'emballage. De la même façon, en alimentaire, par exemple, les parabènes ne sont pas listés comme parabènes, ils sont listés comme E214, 214 à 219. C'est des parabènes. Vous ne le savez pas, vous lisez E214, vous dites, bon, encore une saloperie, mais ce n'est pas plus que les autres. En fait, vous ingurgitez un parabène. Donc, en cosmétique, on n'a pas toutes les qualités, mais au moins on a celle de la transparence et d'écrire tout ce qui est écrit, tout ce qui est composé, tout ce qui est contenu dans le produit. Et donc, l'Europe nous donne une liste des matières premières qui sont suspectées ou avérées être des perturbateurs endocriniens. Elle est à la connaissance de tous. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est connectivité, vous avez souvent les clients en fait qui vous demandent un produit sans une molécule en particulier, alors qu'on n'en a même pas encore entendu parler. C'était le cas des parabènes au début, on ne refait pas l'histoire, même si on en parle beaucoup ce soir, mais les parabènes au départ, il y avait eu une étude dans un coin en Angleterre qui avait été réalisée. À l'époque, personne n'en parlait, ou très peu, l'ANSES pas du tout, enfin à l'époque ça ne s'appelait pas l'ANSES, mais bref, l'organisme de l'époque, c'était la même chose. Mais la population s'en est tout de suite emparée et les clients demandaient, donc les marques nous demandaient de développer des produits sans parabènes, alors qu'ils étaient complètement encore possible de les utiliser. Donc la profession s'adapte quand même assez vite parce qu'elle est pas parce qu'elle est vertueuse, je pense pas plus qu'une autre, parce qu'il y a des enjeux économiques, etc., mais parce qu'elle est plus souple, je pense, développer un produit, mettre un produit sur le marché, ça va quand même plus rapide, plus vite à faire que refaire un revêtement anti-adhésif pour une poêle ou refaire des pesticides même s'il existe plein de solutions, mais c'est peut-être plus facile dans notre profession de s'adapter que dans d'autres. Voilà. Je vous remercie. Maintenant que nous savons qu'il existe des mécanismes de contrôle des PE et surtout qu'il est possible de faire sans, nous allons voir de plus près quelles innovations sont à notre portée pour mener l'industrie de la cosmétique vers une production plus résiliente. Pour commencer avec vous à nouveau, docteur, avez-vous connaissance de progrès scientifiques qui permettraient d'identifier plus rapidement de nouveaux PE ou encore de prouver leurs effets sur la santé et l'environnement ? Alors, rapidement, ça va être compliqué parce qu'on a dit que c'est des choses qui peuvent apparaître dans un temps long. Donc, en science, ce qui marche le mieux pour démontrer un lien de causalité, c'est ce qu'on appelle, attention gros mots, les essais randomisés contrôlés. C'est comme ça qu'on fait avec les médicaments. C'est-à-dire qu'on prend un groupe de gens qui ont une maladie, on leur donne un médicament A, on en tire au sort une autre partie à qui on donne le médicament B et on regarde ce qui se passe. Là, ni vous ni moi ne serait prêt à être tiré au sort pour savoir s'il veut aller passer un mois sous une bulle pleine de bisphénol. En tout cas, moi, je n'irai pas et je ne mettrai pas mes enfants non plus. Du coup, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour établir la causalité. Les autres moyens, c'est les études épidémiologiques sur le temps long. Ça veut dire qu'il faut des sous pour créer la cohorte, pour surveiller les gens, pour faire qu'ils viennent à leur rendez-vous et qu'on puisse les suivre. Bon, c'est pas hyper facile. Il y a d'autres choses, il y a des biomarqueurs qui ont été développés. On peut doser les perturbateurs endocriniens dans les urines, dans les cheveux, dans les dents. Les dents, c'est pratique parce qu'en plus, ça tombe. Donc, après, ça devient un déchet. Dans le sang, mais dans le sang, ce n'est pas forcément très pertinent. Donc voilà, on peut faire ces efforts-là de doser. Et puis après, il y a tout ce qui est très paillasse, où on peut aller faire des tests sur des cellules, des tests sur des petits animaux, que ce soit des têtards, on en parlait, ça peut être des souris. Les souris, c'est facile. Ça se reproduit vite et ça a une durée de vie courte, donc finalement, on voit les effets plus vite que chez l'homme. Néanmoins, tout ça, ça reste des études et il faut du temps et il faut des sous. Ce qui est le nerf de la guerre en recherche et il n'y en a pas plus que pour autre chose. La dernière façon d'évaluer les expositions, c'est de dire qu'il faut probablement sortir de cet effet molécule par molécule, où on regarde, le phtalate, ça fait ça, le bisphénol, ça fait ça. Oui, mais en fait, vous comme moi, on est exposé à plein de choses différentes toute la journée. Je mâchouille mon stylo,
c'est des phtalates, j'ai mis ma crème hydratante, c'est des parabènes, et je sors dehors, il y a la pollution atmosphérique, quoi. Voilà. Et donc, du coup, là, il y a des travaux de recherche qui sont plutôt sur l'exposome, c'est-à-dire comment l'ensemble des expositions au cours de la vie, elles sont responsables d'un effet ou pas. Et là, c'est plutôt des profils de patients. Je ne sais pas, moi, l'asthme bien contrôlé, tel profil de patient obèse, ils ont plutôt été exposés comme ça. Voilà, c'est des choses plutôt sur le temps long. Voilà, on en est là. Eh bien, je vous remercie. Je vais me tourner vers vous maintenant, Monsieur Jugla. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'utilisez pas de PE. Concrètement, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez des alternatives ou est-ce que simplement vous arrivez à faire sans? Alors, on n'utilise pas de PE reconnu, avéré, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a plein d'études en ce moment qui sont en train d'être faites sur d'autres molécules. On ne sait pas si, par exemple, dans les huiles essentielles pardon ? Si on sait, c'est pas bon. Oui, voilà. Donc des huiles essentielles, là, c'est naturel. Hein, elles ne sont pas du tout d'origine synthétique. Il ne faut pas toujours opposer synthétique et naturel. Oui, ça, c'est vrai. Les huiles essentielles, elles peuvent contenir des molécules qui sont aussi des allergènes et qu'on se doit de lister comme allergènes dans la composition et qui sont suspectées d'avoir des rôles de perturbateurs endocriniens, sans que pour autant ils soient listés pour l'instant dans les fameuses listes dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut être très prudent. Et donc en tout cas, on essaye de faire aujourd'hui de s'en tenir à l'état de la science, en tout cas, à ce qui est public, pour formuler sans ces produits-là. Formuler sans les conservateurs, ça a été difficile il y a une vingtaine d'années parce qu'il a fallu, on s'était habitué aux parabènes, alors plutôt la génération précédente, et donc c'était facile, on mettait des parabènes, ça marchait à tous les coups, le produit il était conservé, il n'y a pas de problème de contamination. Quand on a dû formuler sans parabènes, il a fallu refaire un peu nos gammes, réapprendre un petit peu les bases du métier et utiliser d'autres conservateurs, hein, puisque la palette des conservateurs, elle est quand même un peu plus large que juste les parabènes. Et donc, en les associant, puisqu'on n'avait pas d'équivalent avec un spectre aussi large que les parabènes, on a réussi à mettre en place des systèmes de conservation, dont certains parfois naturels d'ailleurs, qui permettent d'avoir les mêmes efficacités que les parabènes. Donc, dans certains cas, ça avait eu un impact sur le coût du produit fini. Dans certains cas, pas forcément. Donc ça, c'est des changements qui ont eu lieu et qui n'ont pas impacté le produit fini. Le client ne s'est pas rendu compte qu'il est passé d'un produit avec des parabènes sans parabènes, si ce n'est la lecture à la lecture de la liste d'ingrédients. Après, il y a des changements qui sont plus compliqués à faire, donc notamment enlever les dérivés fluorés dans le maquillage. Alors, vous allez dire, c'est sans faire un focus sur les femmes, pas du tout, puisque tout à l'heure, je viens de parler des parabènes, et là, ça concerne l'ensemble des produits. Mais effectivement, dans les produits de maquillage, dans les produits teintés en général, on va dire, dans les produits teintés en général, on utilise des dérivés fluorés pour que le produit tienne plus longtemps. Si on enlève ces dérivés fluorés, le produit va tenir moins longtemps. La consommateur ne va pas être satisfait de ne plus avoir son fond de teint à midi alors qu'il s'attendrait à l'avoir jusqu'au soir. Donc ça pose des questions. Et sur ces pans de matière-là, on n'a pas encore l'équivalent, on ne sait pas faire sans. Donc à part habituer le consommateur à une nouvelle habitude de consommation, à se dire c'est pas grave si ça tient pas, c'est parce qu'il y a peut-être moins de saloperies dedans et je vais me satisfaire d'en rajouter, d'en remettre à midi, c'est peut-être ça la solution. Mais aujourd'hui, on ne sait pas avoir des produits aussi efficaces que des produits qui en contiendraient. De la même façon, pour les produits solaires, tout à l'heure, je vous disais que les filtres solaires qui étaient incriminés d'être des perturbateurs endocriniens, ils appartiennent à la famille des filtres solaires organiques. Donc en filtre solaire, il y a deux familles. Je ne vais pas vous embêter avec ça trop longtemps, mais il y a les filtres minéraux, donc on met des petits pigments sur la peau et la lumière est réfléchie, on n'absorbe pas d'UV. Ou bien il y a les filtres organiques, c'est des produits de synthèse. Ils absorbent les UV et ça évite qu'ils aillent dans la peau. Donc, c'est ces molécules-là qui sont... Alors, ces molécules-là, c'est des perturbateurs endocriniens suspectés. Mais par contre, quand vous l'appliquez sur la peau, la crème solaire, elle est transparente, vous ne la voyez pas, c'est parfait. Quand vous remplacez ça par des produits chimiques, par des produits minéraux, donc des pigments qui vont réfléchir la lumière, vous allez avoir, c'est ni plus ni moins que les pigments qui sont utilisés dans les peintures blanches, les oxydes de titane, les oxydes de zinc. Alors plutôt oxyde de zinc pour d'autres raisons, mais bon. Quand on va l'appliquer sur la peau, on va avoir la peau qui va avoir tendance à devenir un peu blanche. Il va falloir un peu masser, il va falloir faire attention. Voilà, l'expérience client, elle change.
Et cette expérience client, il faut accompagner le client parce que souvent, il n'a pas l'habitude à ce que quand il y a un changement, ça induise des changements sur son habitude de consommation. Il veut bien changer, il veut bien ne plus utiliser de saleté, mais il ne veut pas que son habitude et sa perception du produit, elle change. Donc, on essaye de... Sauf si c'est harmonisé avec les autres fabricants et les autres produits, comme ça, il y a ce changement de... Ah oui, mais ça malheureusement, ça n'existe pas. Alors, il faudrait effectivement... Ce serait l'idéal. La remise l'idéal. La remise à jour de REACH Oui. pour pouvoir harmoniser chez tous les fabricants. Harmoniser, comme vous disiez tout à l'heure, arrêter de prendre des pincettes, dire à partir de maintenant, c'est terminé, vous arrêtez d'utiliser ça, au moins ça met tout le monde... On modifie les usages chez tous les fabricants, Absolument. comme ça, tous ceux qui porteront les déodorants... Parce qu'aujourd'hui, les molécules suspectées d'être des perturbateurs endocriniens, la profession peut continuer à les utiliser. C'est juste suspecté. Ouais, voilà. Après, on peut aussi jouer sur l'intelligence collective des gens. C'est-à-dire que quand on informe les gens, ils ne sont pas complètement... J'ai peut-être un peu moins d'utopie que vous à ce sujet-là, alors, parce qu'effectivement, ça fait un petit moment qu'on en parle quand même, et pour autant, ça a quand même du mal à... Non, mais sinon, ça arrive, mais... Sur les cosmétiques, on peut tout interdire, on classe tout cancérigène. On attend que la peau vieillisse, que le corps s'abîme, et puis après, avec la chirurgie esthétique ou un avatar dans un monde virtuel, vous pourriez peut-être redonner naissance à votre corps et votre jeunesse. Mais on oublie les cosmétiques. Après, entre nous, c'est pas le fait de classer le produit cancérigène qui va faire que la personne ne va pas l'utiliser. Oui. Enfin, je veux dire, le tabac est quand même un très bon exemple. L'alcool, alors l'information sur l'alcool est moins abondante que sur le tabac quand même, on peut se le dire. Donc, enfin voilà. Après, il faut aussi se dire que les gens ont leur libre arbitre et que ils ont leur responsabilité individuelle. Mais c'est vrai que à minima, je pense qu'il y a une question d'être digne de la confiance que les gens ont dans les produits et dans les politiques qui réglementent justement les choses. Et je pense que ça, c'est ça qui est essentiel en fait aujourd'hui. C'est ça qu'on doit toucher, à mon avis, et qu'on doit résoudre en fait. Mais parce que dans le règlement de cosmétique de 2009, vous avez cette classification CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. Et donc, une fois que le produit, la substance va être classée dans ces catégories 1A, 1B, CMR, il est interdit le produit. Ou alors, il faut une évaluation, une nouvelle évaluation scientifique qui revalide le produit. Mais donc, si on va vers le haut de ces classements en tant que substance toxique et perturbateur, on peut les interdire sur le marché. Mais vous avez compris peut-être que la base, en fait, la base de cette réglementation, ça va surtout être l'information. Comme le dit Mme de Laurence, la responsabilité individuelle va être grande en fait dans ce sujet. C'est-à-dire que les pouvoirs publics et les autorités qui vont fabriquer la norme vont, je vous disais tout à l'heure, dans ce souci d'équilibre avec la compétitivité économique ou le caractère raisonnable aussi des interdictions qu'on peut adosser à des produits, va chercher cet équilibre. Donc il y a une classification haute, 1A, 1B, qui va donc rendre interdit sur le marché certains produits. Et puis après, les autres produits vont être suspectés comme étant peut-être toxiques, mais pourront continuer évidemment à être mis sur le marché et consommés. Et donc là, on touche au droit à l'information, qui est un principe capital en droit de l'environnement. Et déjà, comme première idée d'amélioration, et on pourrait aller encore plus vers cette information. Et donc, il faut que la recherche puisse aller chercher sur davantage de produits qui sont suspectés pour peut-être les faire passer dans la catégorie supérieure, plus restrictive. J'ai une question, Monsieur Jugla. Ah, pardon. Non, mais je peux poser. Non, mais allez-y, on a le temps. Il me semblait qu'en avril 2024, on avait dit qu'il n'y avait plus de PFAS dans le maquillage. Mais vous dites qu'il faut des perfluorés, sinon... Alors je suis pas bien placé pour répondre. Excusez-moi, Monsieur Jugla. Je ne suis pas bien placé pour en parler, parce qu'on ne développe pas de produits du tout. C'est un métier un peu à part, le développement de produits. Normalement, il n'y en a plus depuis avril 2024. Ouais. Normalement. Il faudrait finir les stocks. Oui, c'est ça. C'est là où les lobbies jouent leur rôle. Il y en a plus, vous pouvez avoir une interdiction, mais il y en a toujours dans le fond des poils qu'on utilise tous les jours. Non.
Il y a deux façons de faire du lobby pour minimiser l'effet d'une réglementation protectrice pour l'environnement et la santé. Vous allez d'une part réduire le champ d'application de cette norme, donc le nombre de substances visées, seulement les substances confirmées comme étant toxiques et pas les substances suspectées, ou alors vous allez échelonner en temps l'application du règlement, de la directive, pour permettre, comme vous le disiez, un écoulement des stocks. Voilà, mais souvent, c'est vos clients qui vont vous imposer les changements, c'est pas la réglementation, et tant mieux. Hein. Et aujourd'hui, il y a des... La prise de conscience, ouais. Comment ? La prise de conscience. Oui, c'est ça, la prise de conscience. Et il y a des applications, alors elles ont toutes leurs défauts, leurs qualités, mais des applications comme Yuka, par exemple, vous scannez un produit, et donc, bon, même si c'est plus la même démarche qu'au départ, ça vous donne la liste des matières qui sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens. Elle est accessible à tout le monde, c'est gratuit, vous pouvez la charger sur votre téléphone, et vous pouvez regarder d'ores et déjà si le produit est suspecté. Le principe capital, c'est l'information. Une fois que vous avez l'information qui est distribuée aux consommateurs, usagers, sur la notice ou sur l'emballage, chacun fait ensuite ce qui lui paraît le plus précautionneux. En tout cas, merci à tous pour ces précisions et merci Monsieur Jugla. Vous nous avez montré qu'il est possible de fabriquer des produits cosmétiques sans forcément utiliser des perturbateurs endocriniens, qu'il y a des alternatives. Je vais m'adresser à vous, Madame de Laurence, concernant les collectivités locales. La ville de Lyon, vous nous avez montré qu'elle s'était investie, mais est-ce qu'elle prévoit de s'investir davantage pour limiter encore plus l'utilisation de ces perturbateurs endocriniens ? Comptez-vous aussi mettre en place des campagnes de sensibilisation, par exemple ? Merci pour cette question. Oui, tout à fait. Je pense que là, et on en parlait, c'est assez... ça tombe bien, mais c'est vrai que la partie éducation à la santé, il est absolument majeur et dans l'absolu, sur l'ensemble des sujets. Et sur les perturbateurs endocriniens, il est d'autant plus important qu'en fait... y compris le commun des mortels, a besoin de s'approprier en fait une nouvelle connaissance qui est pour l'instant pas du tout partagée, qui fait encore beaucoup l'objet de débats, y compris dans le monde scientifique, sur laquelle plane, je vais le dire comme ça, mais sorte de la fabrique du doute. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler, mais en fait, des lobbies qui sont aussi tellement inquiets, qui vont mettre en place en fait cette espèce de fabrique du doute pour faire perdurer justement ce délai pendant lequel il va continuer à pouvoir produire de la même manière ou écouler des stocks ou etc. Et du coup, cette fabrique du doute, elle est stimulée justement par des intérêts économiques et elle vient, y compris, elle vient quand même globalement ralentir et freiner la prise en compte de ces enjeux de santé publique par le grand public. Donc, l'éducation à la santé sur les perturbateurs endocriniens, mais en fait, c'est particulièrement compliqué pour tout ça. C'est compliqué aussi parce que les mots... il y a des enjeux économiques, vous en parlez. On n'a pas forcément envie au quotidien, quand on fait de la politique, d'être responsable de disparition d'emplois. Et pour autant, il y a des disparitions d'emplois en jeu. Sur le sujet des PFAS, on en parlait, les poils Tefal. On a, pour la proposition de loi, quand elle est passée au Parlement, le groupe SEB a envoyé un courrier à tous ses salariés quand même pour qu'ils aillent se déplacer à Paris devant l'Assemblée le jour du vote de la loi. En fait, c'est ça qui se passe. Donc et pour autant, donc je pense qu'il y a quand même un intérêt global et une inquiétude de la population sur les sujets de santé-environnement en général. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a aussi beaucoup, on va dire, de maladies chroniques qui émergent, d'affections longue durée, de troubles ceux qui sont parents, de troubles du neurodéveloppement, de troubles 10, de troubles du spectre autistique, énormément de pathologies, en fait, sur lesquelles, aujourd'hui, on a des facteurs de risque qui sont identifiés, qui sont multiples, mais en fait, on n'a pas, du coup, la cause. Et quand on n'a pas la cause, qu'est-ce que font les gens ? Ils se posent des questions, ils se culpabilisent, ils se fouettent beaucoup, ils se culpabilisent et ils se disent, zut, j'ai peut-être mal fait ci, j'ai peut-être mal fait ça,
ça, peut-être que je ne vis pas au bon endroit, peut-être que je ne devrais pas vivre en ville, peut-être que j'ai travaillé dans le secteur de la chimie, peut-être que machin, etc. Ils se posent des questions et c'est normal. Donc en fait, aujourd'hui, on a, alors je disais, on a des difficultés à passer des messages clairs et volumineux, et pourtant les enjeux sont importants, et alors même qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de la part de la population. Aujourd'hui, les questions de santé sont au top niveau des préoccupations des gens, pas seulement des Lyonnais, des Français dans l'absolu. Alors, il y a eu un effet Covid, certes, mais pas seulement. En fait, voilà, c'est quand même assez généralisé et assez stable dans le temps. Donc, on a cette besoin d'information. Et je voulais juste, je me permets du coup de rebondir un peu plus globalement sur les leviers d'action. Alors, pour moi, il y a évidemment le travail en coopération et le travail de faire un lobby d'intérêt général, je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire un contre-lobby, en fait, justement pour promouvoir le fait qu'en mettant la santé au cœur, la santé pas seulement, alors moi je parle beaucoup de One Health, la santé pas seulement humaine, mais la santé en fait de tout ce dont on dépend, donc la santé de l'environnement, la santé animale, etc. En mettant la santé au cœur, en fait, peut se dessiner une autre économie qui fera peut-être effectivement tomber certaines choses, mais qui sera probablement aussi créatrice de différentes, d'un nouveau paradigme, en fait. Et certains penseurs aujourd'hui mettent en évidence le fait que l'économie, finalement, doit être un objectif secondaire des politiques publiques et pas un objectif principal, parce que quand on le met au centre d'un objectif principal, en fait, il a des effets cycliques et assez néfastes, en tout cas pour la santé. Et il y a aujourd'hui un courant de pensée assez important qui tend à dire qu'il faudrait mettre la santé ou le bien-être, enfin plus général, encore plus élargi que la santé, comme boussole de l'action publique. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie du bien-être, etc. C'est ce que promeut aussi l'Organisation mondiale de la santé dans un certain nombre de recommandations. Et elle vient pointer justement les déterminants commerciaux de la santé comme des déterminants aujourd'hui qui sont des freins beaucoup trop majeurs pour réellement améliorer la santé de la population. Et quand on parle de déterminants commerciaux, en fait, on parle vraiment des lobbies économiques de certaines industries, la fabrique du doute, etc., dont je parlais à l'instant. Peut-être vous dire aussi que dans les, donc ça c'était dans les leviers, donc il y a une vraie besoin de coopération politique. En tout cas, nous c'est ce qu'on essaye de faire au niveau aux différentes strates en fait de l'action publique qui peut y avoir avec le niveau national évidemment, mais aussi avec les parlementaires européens. On a parlé de la directive REACH et ça c'est un vrai enjeu. Et je pense que l'Europe ne doit pas être sous-estimée dans sa capacité à travailler justement pour la santé des populations. Et enfin, dire qu'il y a peut-être quand même un gros frein aussi. Le frein, c'est le coût global de la dépollution. On n'en parle pas encore réellement, mais cela dit... Stéphane Aurel, une journaliste du Monde qui a révélé dans le Forever Pollution Project, qui est justement l'enquête du Monde qui a révélé la pollution au PFAS à travers toute l'Europe. Et Stéphane Aurel a chiffré avec son équipe récemment le coût global de la dépollution au PFAS. Alors je crois que c'est en France. J'ai un doute sur France ou Europe. Bon, vous m'excuserez, vous redirez pas précisément ce que j'ai dit. Il faudra aller chercher. Mais je crois qu'on était autour de 900 milliards d'euros. Donc en fait, voilà. Aujourd'hui, on a une pollution qui est généralisée et un coût qui est exorbitant et enfin, je pense qu'il est encore plus onéreux que le coût de la dépollution de l'amiante, à laquelle on n'a toujours pas fini de répondre, hein, enfin, globalement. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu désespérant, et pour autant, je pense que ça doit aussi nous inviter à penser les choses sur le temps long, même si les politiques publiques sont rarement ancrées dans le temps long. Mais là, je pense qu'il faut réellement qu'on arrive à penser les choses sur le temps long.
Voilà. Et dans les autres leviers d'action, peut-être parce que vous m'interrogiez aussi là-dessus, je pense que le travail de la recherche est absolument fondamental. Et je pense qu'il y a aussi, d'un point de vue presque philosophique, aujourd'hui des difficultés, des points d'achoppement sur la recherche. Parce que moi je n'arrête pas de demander à nos éminents chercheurs qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui, nous, comme recommandation de santé publique, qu'on puisse retranscrire dans des politiques publiques. Et en fait, avoir des recommandations de santé publique sur le plus petit dénominateur commun, ça reste encore compliqué. En dehors des 5 fruits et légumes par jour, bon, non, mais ça reste compliqué. Et nous, aujourd'hui, en fait, on a besoin que la science arrive à dépasser les difficultés ou prendre la part de risque qu'il a besoin de prendre pour dire, en fait, ça, à 99,9%, on est sûr que c'est toxique. Donc, en fait, on vous conseille de le déconseiller. Rien que ça serait un progrès énorme. Et aujourd'hui, en fait, on a des difficultés à aller jusque-là parce qu'en fait, les scientifiques sont confrontés aux lobbyistes qui viennent régulièrement voilà. Et du coup, on a besoin de penseurs de la science aussi, de philosophes de la science, etc., pour travailler ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire confiance à la science et pour avancer plus clairement sur les messages d'éducation à la santé. Eh bien, je vous remercie, Madame de Laurence. Je pense que tout le monde ici sera d'accord avec vous et il est nécessaire d'agir à tous les niveaux pour créer un changement durable. Maître Raffin, pour clôturer cette dernière partie, pouvez-vous nous expliquer les risques de non-conformité et les conséquences légales que s'exposent les entreprises qui ne respectent pas justement la réglementation? Alors, ça peut jouer à plusieurs niveaux. Les agences européennes ou les agences françaises qui vont décider de la mise sur le marché de certains produits, s'il s'avère que les produits ne respectent pas les classifications évoquées tout à l'heure, vont subir à la fois des sanctions administratives et pénales. Les sanctions administratives, ça va être très simple, ça va être le retrait des produits avec des sanctions administratives. Et puis, bien sûr, si il est constaté que la mise sur le marché du produit, malgré la réglementation en vigueur, a pu porter des préjudices sur les usagers consommateurs, on peut ouvrir bien sûr un procès pénal et les consommateurs se porteront partie civile. Donc on a plusieurs exemples ces dernières années. Mais la difficulté ici, ça va être justement de démontrer... Alors il y a le cas d'école évidemment où le distributeur va mettre... On va retrouver un produit sur le marché français qui contient des composants absolument interdits. Bon, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de fabricants sérieux qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Si on retrouve des produits qui comportent des composants interdits dans l'espace européen, c'est des contrefaçons, c'est du trafic de produits illégaux qui sont illégalement entrés sur le marché, qui n'ont pas les autorisations. Donc après, comment poursuivre ces criminels-là ? On peut se lever très tôt, on n'y arrivera pas. Donc les cas les plus courants et les plus difficiles, en fait, c'est que tout simplement, des usagers qui vont être atteints de symptômes qu'ils ne comprennent pas, vont voir leur médecin, vont se regrouper en association et puis vont ensuite chercher des réponses, chercher des coupables et vont peut-être intenter un procès administratif, je vous disais, ou pénal contre un fabricant, un distributeur, sauf que en haut de cette chaîne judiciaire, le fabricant ou le distributeur pourra toujours se retrancher derrière la flexibilité ou la mollesse des classifications en disant « mon produit a été juste seulement suspecté d'être toxique. En tout état de cause, il n'est pas démontré, rapporté que c'est ce produit-là qui vous a causé telle pathologie. » Et donc on a un problème, vous le savez, d'un point de vue judiciaire avec le lien de causalité qui est extrêmement difficile à rapporter. Donc les fabricants vont se retrancher derrière la réglementation relativement souple européenne nationale, ou alors, tout simplement, vous parliez, Madame de Laurence, de la fabrique du doute tout à l'heure, ils vont tout simplement dire, c'est le juge administratif, par exemple, qui, devant un contentieux sur des autorisations de produits, il sera très difficile de rapporter la preuve au juge administratif qu'en fait,
cette substance dont on émet un doute sur la toxicité a bien causé le préjudice dont on se plaint. Et le juge administratif, généralement, ne fait pas application du principe de précaution. Vous pouvez l'invoquer, mais il ne l'appliquera pas parce qu'il considérera que le doute n'est pas établi suffisamment pour pouvoir déclencher cette mesure de risque précautionneuse. Il y a une difficulté énorme en fait dans le lien de causalité. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé des effets cocktails, de cette exposition de la population à différentes sources de produits toxiques. Le lien de causalité est très difficile à rapporter. En plus, c'est sur le temps long. On manque d'études épidémiologiques. Donc, le jeu administratif, parce qu'à travers l'ordre des avocats, à travers les commissions, à travers des colloques ou des conférences, bien sûr, il y a ce qu'on appelle une forme il y a un dialogue avec les juristes, le monde universitaire et les magistrats, et ils nous demandent en fait de leur rapporter la preuve la plus tangible, la plus possible, la plus solide. Mais cette preuve, elle est très difficile à rapporter en matière de santé publique. Donc les enjeux, on peut tenter des procès. Moi-même, mon cabinet, on s'est fait la spécialité d'engager des procès, parfois dans des sujets un peu difficiles. Notre grand sujet, nous, dans le cabinet, c'est le danger des ondes. Et là, la fabrique du doute, elle marche très très fort. Et les rejets que nous avons pour manque de preuves ou défaut de lien de causalité, non-application des principes de précaution, elles sont légion depuis 10 ans, quoi. On perd beaucoup de procès, mais on continue de les tenter parce que, bien sûr, on ne désespère pas qu'un juge administratif puisse suivre certaines pièces qu'on lui apportera. Souvent, dans cette fabrique du doute, on se retrouve face à un lobby commercial industriel dont les intérêts sont de faire perdurer la mise sur le marché de certains produits. Et donc, ils vont soit expliquer qu'il n'y a pas d'informations suffisantes pour caractériser la toxicité du produit, soit vont demander des délais. Et on a en face un juge administratif assez démuni, puisque les études scientifiques qu'on va lui opposer seront toujours partielles, incomplètes, faites sur un échantillon de la population qui est trop faible pour pouvoir en tirer des conséquences, des conclusions protectrices pour la population. Donc, je ne crois pas qu'en tout cas sur les solutions envisagées, ce n'est pas dans les procès et l'aspect judiciaire qu'il faut aller les chercher, parce que la preuve est trop difficile à rapporter. Il faut des associations puissantes avec des fonds. Il va falloir mener ensuite par des expertises judiciaires approfondies, des études dont généralement les clients n'ont pas les moyens. Et puis on se renverra la balle toujours entre les acteurs de ce marché, entre le fabricant, le distributeur, l'autorité de la concurrence qui a autorisé le produit. Si ce n'est pas les autorités nationales, on va se renvoyer la balle vers les autorités européennes, sur l'Agence des produits chimiques européens. Donc c'est très difficile. Je crois que dans les conclusions qui vous sont présentées ce soir, le plus important, c'est de travailler sur l'amélioration de cette évaluation scientifique. Donc ça passe par des meilleurs budgets aussi pour la recherche. Voilà, donc je crois que cette semaine, on va assister à un bel exemple de contre-budget pour la recherche et l'écologie. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. On a besoin donc de fonds pour financer la recherche, pour améliorer cette évaluation des risques scientifiques. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi le plus important, c'est la transparence dans les produits qu'on va consommer. Et M. Jugla a expliqué que dans les cosmétiques, dans son secteur, eux, ils mettaient tous les composants. Et je ne savais pas qu'il y avait cet esprit, en particulier dans l'industrie des cosmétiques. Mais la transparence, c'est évidemment la clé, puisqu'après, on retombe sur cette individualisation, cette responsabilisation de chaque consommateur. Voilà. Tant qu'on a l'information, ensuite, les gens sont adultes et vaccinés, donc encore qu'ils puissent la comprendre. À chaque fois qu'on met un produit cosmétique sur le marché, quel qu'il soit, toutes les marques que vous pouvez imaginer, utiliser, que vous pouvez trouver en Europe, elles font l'objet, tous les produits font l'objet d'une expertise toxicologique à la fin, in fine, par un tiers, un expert toxicologue. Ça vaut pas blanc-seing pour garantie, etc. Mais c'est quand même l'assurance que quelqu'un a regardé tout un tas de données toxicologiques sur les matières premières qui composent le produit et qui s'est engagé, expert toxicologue, à dire que le produit normalement était safe pour la santé. Alors,
Ça ne donne pas effectivement l'assurance que le produit est bon, puisqu'effectivement, il y a des matières qui ne sont pas encore classées, ou on ne sait pas trop, etc. Donc, ils vont signer et on va pouvoir les utiliser quand même. Mais en tout cas, ça existe, ça a le mérite d'exister. En alimentaire, aujourd'hui, tous les produits que vous mangez, et vous en mangez tous les jours, alors que des cosmétiques, parfois, vous n'en utilisez pas. Un produit alimentaire, demain, on s'installe à l'angle de la rue, on ouvre un restaurant, on ouvre une fabrique de conserves ou de plats préparés. On n'a pas besoin de faire quelques tests que ce soit pour mettre le produit sur le marché. Et pourtant, ce produit-là, vous allez l'ingérer, il va passer dans votre circulation sanguine, dans votre foie, dans votre pancréas, etc. etc. Donc, je ne suis pas en train d'opposer un secteur de l'industrie par rapport à un autre, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est quand même dire que la profession cosmétique est parmi les professions très, très, très encadrées quand même. Donc, on est quand même très, très surveillé, et tant mieux, quelque part, même si on ne l'est jamais assez, je suis d'accord, et il y a encore des choses qu'on peut utiliser qui devraient plus être utilisables. En attendant, on est quand même très, très, très surveillé. Vous vouliez prendre la parole peut-être, docteur ? Non, moi, les industriels ont quand même toujours un temps d'avance par rapport à nous. C'est-à-dire que oui, la recherche, c'est bien, mais ils sont toujours en avance. C'est-à-dire que le bisphénol A, il a été interdit, il a été remplacé par du bisphénol S, qui a les mêmes propriétés physico-chimiques, sauf qu'on n'a pas encore de preuves, et notamment sur le temps long, que ça a les mêmes effets. Donc, à un moment, il va falloir que la réglementation nous aide un peu plus, parce que ça, par exemple, c'est quand même... moi, je trouve ça hallucinant. Et vous avez raison de citer le bisphénol, parce qu'il ne fait pas partie de la composition du produit, mais il peut être retrouvé dans le produit, parce que dans le plastique et migré dans le produit cosmétique. C'était juste pour partager, effectivement, je pense que dans la fabrique de la manière de fabriquer la réglementation européenne, c'est celle-là qui doit changer, parce qu'effectivement sur les PFAS, on voit bien qu'on est à des milliers de différents composés de PFAS, et que si on interdit, là on en a classifié 2 comme cancérogènes avérés par le Centre international de recherche contre le cancer, mais 2, c'est 2 quoi, et sachant que ces 2-là ils sont déjà plus utilisés, maintenant il y en a énormément d'autres. Donc en fait, si on ne veut pas avoir constamment le sentiment de courir après, effectivement, le secteur de la chimie, en gros, de courir après eux pour essayer de dire attention, non, là on a testé, ça n'a pas l'air bon. Ah oui, non, c'est avéré, c'est pas bon. Ah oui, non, mais là on est sûr de sûr, il faut l'interdire. Enfin, en fait, on perd un temps majeur et on s'intoxique pendant ce temps. Enfin, clairement, on nous intoxique. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à transformer les modèles de réalisation en fait de la réglementation, et que celle-ci soit basée sur une preuve d'innocuité et pas juste sur une négociation sur une valeur toxique de référence. En fait, c'est vraiment le process même de cette valeur toxique de référence qui doit être changé, parce que du coup, ça pourra s'appliquer à l'ensemble des procédés chimiques et qui irradient l'ensemble des secteurs, pas seulement les cosmétiques. Et là, on aura quelque chose qui, effectivement, peut-être un peu plus juste. Alors, ça n'empêchera pas qu'il faudra qu'on nettoie tout ce qui est pollué, hein, mais bon, au moins, on arrêtera de repousser l'échéance encore plus loin à chaque fois. Et malheureusement, ce sont des secteurs aussi qui sont très riches, dans lesquels il y a beaucoup d'investissements, donc il y a beaucoup de lobbies, etc. Et en fait, il y a une sorte d'accélération aussi de ces phénomènes. Et juste, je vais compléter ce que tu dis, Céline. L'autre chose, c'est que... il y a aussi chacun qui voit le problème du petit bout de sa lorgnette, c'est-à-dire que dans le maquillage, par exemple, il peut y avoir une valeur de référence qu'il ne faut pas dépasser dans les produits. Ok, très bien. Sauf que des PFAS, il y en a dans le maquillage, dans la crème, dans votre ciré pour qu'il ne prenne pas la pluie, dans votre papier qui emballe votre hamburger chez McDo pour qu'il n'y ait pas trop de gras partout sur le papier. Non mais... Et donc, du coup, en fait, prendre... que chacun le petit bout, ça va pas nous aider, hein, parce que... Enfin, ça va pas nous aider. C'est mieux que rien, ok, mais c'est pas suffisant. Très bien, je vous remercie pour ces échanges plus qu'éclairants. Nous allons désormais laisser la parole au public. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.
Allô, oui. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette conférence. J'avais une question, bon, un peu pour vous quatre, mais a priori plus pour Monsieur Raffin et Madame Delorence. Vous avez beaucoup parlé du coup des lobbies, des rôles qu'ils jouent et comment ils peuvent freiner un certain nombre de choses. Comment on fait justement pour les empêcher de faire ça? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à être en place? Est-ce qu'à titre personnel, vous avez des idées de comment faire? Parce que ça semble être un peu le gros problème évident à traiter, mais que personne semble vouloir ou pouvoir traiter, quoi. C'est plus une question de pouvoir, oui. Après, le lobby, bon, c'est pas un gros mot, hein. Chaque groupe d'individus va œuvrer et plaider pour ses intérêts. Donc on peut faire effectivement du contre-lobby, vous l'avez évoqué, Madame Delance. La question principale, c'est les fonds pour le faire et les réseaux que vous pouvez avoir pour aller toucher les décideurs, ceux qui vont fabriquer cette fameuse norme. Les industriels, eux, leur intérêt est de continuer à avoir des produits qui soient rentables et rapporter des bénéfices. Il y a un très bel exemple ce soir d'industriels qui vous explique qu'en fait, on peut avoir un rapport vertueux à cette mise sur marché, cette consommation. Mais voilà, dans le vrai monde, effectivement, et dans d'autres secteurs qui n'ont pas cette vertu-là, l'intérêt est de continuer à tirer des bénéfices. Donc, ils ont un intérêt primordial, direct, à ce que la fabrique de la norme traîne. Soit que les champs d'application d'une réglementation, d'une révision, par exemple, à venir du règlement REACH et cosmétiques, soit peut-être la plus faible possible, qu'on n'y touche pas trop, parce qu'on vient de s'habituer à cette réglementation 2006-2009. Il ne faudrait pas qu'on saute trop, qu'on enjambe trop vers le futur. Donc ils vont ralentir, réduire le champ d'application de la révision, et puis, je vous disais, ils vont la retarder. On le voit avec la directive européenne de l'an dernier sur la responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs filiales. Cette directive-là est saucissonnée dans une application à plus de 2030, voilà, palier par palier, ce qui permet de continuer de pouvoir le business as usual, comme on dit. Et donc, les contre-lobbies que Mme Delorence évoque, en fait, c'est nous, c'est vous, ce sont des citoyens, des consommateurs. Vous vous regroupez par association, vous vous regroupez par des associations de consommateurs, des ONG, et vous faites ce fameux contre-lobby, mais avec voilà, peut-être des moyens plus limités, je pense, ou plus diffus. Donc, le lobby, c'est réglementé, enfin c'est légal et c'est réglementé. D'ailleurs, les avocats maintenant peuvent être des lobbyistes. C'est autorisé. Oui, peut-être en complément, dire, je pense que le terme de lobbyiste, il est, en fait, il met dans un tout une diversité de choses, mais globalement, ce sont des gens animés par un intérêt très fort, et notamment avec un intérêt économique et financier. Je rejoins ce que vous avez dit. Je pense que les choses à surveiller, c'est la corruption. C'est les conflits d'intérêts et c'est là-dessus où déjà si là-dessus on arrive à faire place nette sur ces sujets-là, déjà en fait on limitera beaucoup l'impact des lobbyistes, même si ceux-ci sont très puissants et forts et financés, etc. Et je suis totalement d'accord sur le fait que c'est important d'avoir des lobbies services publics, des lobbies intérêts collectifs. Mais je pense que certains lobbyistes économiques se sentent aussi lobbyistes de l'intérêt collectif parfois. C'est très compliqué à démontrer, mais certains sont vraiment convaincus qu'ils font ça pour le droit à la liberté de consommer, en fait, chacun son intérêt. Mais je pense que en tout cas, aller vraiment sur les questions de corruption et de conflit d'intérêts, déjà, c'est déjà balayer pas mal de choses. Et je pense que ces deux dimensions, alors sans parler d'autres troubles et d'autres problématiques de blanchiment, de machin, etc. Mais je pense que déjà, si on traite ces deux sujets-là, à mon avis, on peut déjà évacuer pas mal de choses.
Voilà. Et après, en termes d'organisation, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez. Est-ce qu'il faudrait que les lobbies n'aient pas le droit d'accéder au Parlement, à l'Assemblée, à l'Élysée, etc. En fait, oui, dans l'absolu, mais en vrai, c'est difficilement contrôlable, justement parce qu'un lobbyiste, il ne sait pas qu'il est lobbyiste lui-même, ou alors il se le cache. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. On n'a pas une carte d'identité de lobbyiste. Voilà. Et ça, potentiellement, ça risquerait de freiner aussi l'accès aux politiques à tous les lobbyistes de l'intérêt collectif, les ONG, etc. Donc ça peut avoir un effet retour de bâton un peu contre-productif. Une précision sur les conflits d'intérêts. Il y a une distinction entre conflits d'intérêts objectifs et subjectifs qui est assez intéressante. C'est pas parce que une personne qui siégerait dans un comité scientifique pour justement faire l'évaluation pluriannuelle de ces produits toxiques, c'est pas parce qu'il connaît, il a été dans la même école par exemple, ou qu'il a pu travailler dans la même entreprise que tel ou tel responsable dirigeant d'une entreprise fabriquant les produits qui sont expertisés par le fameux comité scientifique. C'est pas parce qu'ils se connaissent qu'il y a un conflit d'intérêt. Il faut démontrer un conflit d'intérêt subjectif, et en matière d'ondes électromagnétiques, on essaye difficilement d'y parvenir, c'est très compliqué. C'est pas parce qu'ils ont fait la même école avec tel responsable de tel opérateur téléphonique connaît en fait un des vice-présidents de la commission téléphone à l'ANSES, machin, et c'est pas ça qui suffira à démontrer un conflit d'intérêt, malheureusement. Il faut démontrer un conflit d'intérêt subjectif, c'est-à-dire que la présence ou la connivence de ces deux personnes a pu avoir une influence sur le sens de la décision, ce qui est très difficile, du coup, quasiment impossible. Docteur, vous vouliez ajouter quelque chose sur les conflits d'intérêts ? Alors moi, je ne connais pas subjectif, objectif, tout ça. Juste des conflits d'intérêts, il y en a dans la science aussi. On a une étudiante qui a travaillé sur le potentiel perturbateur endocrinien de produits en vente libre en pharmacie, dont les huiles essentielles. Et dans son travail, elle avait gardé 6 articles sur l'huile essentielle de lavande et d'arbre à thé. Il y en avait 3 qui disaient que c'était perturbateur endocrinien et 3 qui disaient que ça ne l'était pas. Comme elle était en année de Master 2 et qu'elle avait du temps pour faire de la recherche, on a été regarder qui avait financé les études. Les 3 qui sont négatifs sont financés par l'industrie de l'aromathérapie. Alors, c'est peut-être un conflit d'intérêt, je ne sais pas quoi, objectif ou... Mais enfin, ça pose question, tout de même. Même si ce n'est pas objectif, oui. Subjectif, je ne comprends rien. Oui, après, les labos... Voilà. Le financement de la recherche, effectivement, c'est un vrai sujet aussi de philosophie sur lequel, et d'éthique sur lequel se pencher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on étrangle la recherche et qu'on met pour autant tous nos œufs dans le panier recherche, en fait, on a une recherche qui est financée parfois par des labos et par l'industrie pharmaceutique qu'elle génère. Donc, voilà, c'est très problématique. Les étudiants ont ce pouvoir aussi, apparemment. Si on regarde l'actualité, certains étudiants sur des campus ont refusé que leur école conclue un partenariat avec tel ou tel industriel. En l'occurrence, c'était Total Energy. Je ne me souviens plus de quel était le campus. J'ai oublié, mais un campus parisien d'école d'ingénieurs. C'est une question d'éthique, ça. Voilà. Les étudiants ont réclamé la résiliation du partenariat pour pouvoir avoir une capacité d'éducation et de recherche plus libre. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard dans le public ? On m'entend ? Une question pour vous, docteur. Tout à l'heure, vous parliez d'exposition globale, en fait, à tout un cocktail de polluants. Est-ce que le fait qu'on soit de plus en plus conscient de leur présence, qu'on en identifie, qu'on en interdit, fait justement diminuer ces indicateurs d'exposition globale, ou est-ce que par effet de substitution, comme vous disiez tout à l'heure, je ne me rappelle plus du nom exactement du composant, mais est-ce que cet effet de substitution fait qu'en fait on est toujours aussi exposé malgré les évolutions ? Je n'ai pas de vraie réponse parce que la recherche sur l'exposome, c'est un truc tout nouveau, ça a 2-3 ans. Avant, on regardait substance par substance et maladie par maladie.
Et puis on allait faire plein de tests statistiques et on regardait s'il y avait un lien entre les deux ou pas. Après, il y a eu, on va créer des cocktails in vitro et on va aller regarder, je vais mettre, je ne sais pas moi, un peu de mercure, un peu de cadmium, un peu de PFAS et je vais regarder ce que ça fait sur des cellules et sur des petits animaux. Le problème de ces mélanges-là, c'est que votre mélange à vous et mon mélange à moi, c'est pas le même. D'abord parce qu'on n'a pas le même âge. Ensuite, même si on avait le même âge et le même sexe et qu'on vivait dans la même rue, ce serait pas le même quand même. Donc, c'est très compliqué de faire des mélanges qui parlent à tout le monde. Et donc, l'exposome, vraiment, l'idée, c'est de faire plutôt des profils d'exposition et des profils de risque derrière, plutôt que de dire exactement, toi, tu as été exposé au bisphénol A et finalement, maintenant, il n'y en a plus et c'est du bisphénol S. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins bien? Il va falloir un temps long pour le dire, c'est pareil. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. L'évolution, je ne suis pas sûre qu'elle vienne du fait qu'on travaille sur l'exposome ou qu'elle vienne de la volonté d'information et d'éducation, on pourrait dire, des citoyens. C'est-à-dire que nous, en pédiatrie, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. En fait, on informe les parents sur plein de choses, sur la mort subite, sur... Et maintenant, il y a plein de parents qui nous parlent des expositions environnementales et de où est-ce qu'il vaut mieux habiter. Et du coup, c'est aussi une prise de conscience collective qui fait qu'il y a des réponses qui viennent de la recherche et c'est normal et c'est bien. Enfin, sinon, il faut arrêter de travailler. Mais il y a aussi des réponses qui viennent de la population à partir du moment où tu donnes les outils aux gens. C'est l'information sur les PFAS. Nous, ce soir, il nous faut 2 heures pour en parler. D'abord, on ne peut pas donner ces 2 heures-là à tout le monde tous les jours, sinon le temps il est incompressible comme pour tout le monde. Et du coup, je crois vraiment que dans l'éducation à la santé, dans les déterminants de santé, il y a aussi une part très individuelle qui fait que si tu ne sais pas, tu t'exposes sans le savoir. À partir du moment où tu sais, tu peux choisir de t'exposer. Enfin, il y a écrit « fumez-tu » sur les paquets de tabac, de cigarettes, il y a quand même des gens qui continuent de fumer. L'information ne fait pas tout, ça dépend aussi du risque que tu es prêt à prendre, mais ce n'est pas la même chose de dire « je suis prêt à prendre le risque » ou « je prends le risque sans en être conscient ». C'est plutôt... Enfin, oui, l'information et la recherche sur l'exposome, ça va changer des choses, mais moi, je crois vraiment en l'information citoyenne, pour le coup, pour changer des choses. Et est-ce que je peux ajouter le fait que les futurs parents... Enfin, donc là je parle à beaucoup d'étudiants. Je sais que vous n'avez pas forcément en tête encore le fait que vous êtes peut-être des futurs parents. Mais en fait, du coup, pensez... Là, c'est des messages individuels que j'adresse. Pensez ce sujet-là avant de penser d'avoir des enfants. Un petit peu avant, du moins. Parce qu'il y a des actions qui sont possibles pour réduire votre exposition corporelle et préparer en gros vos gamètes à recevoir la vie et du coup réduire les risques. En fait, vous avez vu qu'il y a des impacts reprotoxiques, mutagènes, etc. Réduire les risques de mutations génétiques, les risques aussi et les risques pour l'enfant à naître. Donc ça se prépare un petit peu avant. Donc dans les fenêtres d'exposition, on a aussi une grosse préoccupation sur les étudiants qui sont peut-être, ce n'est évidemment pas obligatoire, mais de futurs parents. Comme les femmes, avant d'avoir les enfants, ont leurs règles, regardez bien du coup les notices et les emballages des produits intimes. Chacun passe son message. Depuis le décret 2023, vous avez toutes les informations. Et du coup, juste, même pour l'exposome, le message qu'on donne le plus souvent aux parents, nous, c'est moins, c'est mieux. C'est-à-dire que moins il y a de produits, ou de composés dans ce que tu consommes, mieux c'est. Il vaut toujours mieux la courgette, la pomme de terre et le lait, et où tu fais ta purée de courgette toi, que la purée de courgette que tu achètes et où il y a plein de trucs dedans que tu sais même pas à quoi ça sert. Moins, c'est mieux. Il y a pas d'emballage, il y a moins d'emballage, ça n'a pas été transporté dans je ne sais quoi. Voilà, c'est vraiment, et moins c'est mieux. Ça paraît bête, mais en vrai, quand tu l'appliques, tu diminues quand même bien ton exposition. Complètement.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir le temps pour une dernière question, peut-être. Je crois qu'il y a une jeune fille qui avait une question. Bon, on va t'apporter un micro. Moi, j'avais une question plus concrète. Si jamais on souhaite aider la recherche et qu'on n'a pas de façon de faire un soutien financier, parce qu'on est étudiant, est-ce qu'on peut participer à des panels? Est-ce que vous manquez de personnes dans la recherche qui peuvent du coup venir vous voir? Alors oui, tu peux. Ok. Il y a plusieurs choses. D'abord, au niveau national, il y a des cohortes qui existent, notamment la cohorte Constance. La cohorte Constance, c'est une cohorte à laquelle tout le monde peut participer. Il suffit d'aller sur Internet et de s'inscrire. Cette cohorte Constance, elle va relever les expositions des gens. Et puis, c'est chapeauté par Santé publique France. Et puis, on prend plein d'autres données. Voilà. Il y a la cohorte Nutri... Pardon. Cohorte, ça parle à tout le monde, le terme de cohorte? C'est un groupe de patients qu'on inclut dans la recherche et qu'on suit pendant longtemps. Non, leur vie, quoi. 20 ans. Il faut s'engager. Si c'est possible, il faut s'engager sur le temps long. Il y en a une autre qui existe qui s'appelle Nutrinet. Ça, c'est celles qui sont vraiment accessibles hyper facilement. Ça s'appelle Nutrinet, c'est pareil. Vous allez sur Internet et vous remplissez vos habitudes alimentaires. Et puis après, il y a tous les projets de recherche qu'on peut avoir. Moi, en ce moment, j'en ai un où on inclut des bébés à la maternité. Donc, on va à la maternité, on propose aux parents. Ça veut dire que si un jour, vous voyez des placards avec écrit vous voulez participer à la recherche pour la santé environnementale, il faut remplir des questionnaires. Souvent, il y a des QR codes, vous flashez. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il existe une base nationale des volontaires pour la recherche. Mais là, pour le coup, c'est plus large que juste la santé environnementale. Et donc, ça veut dire que potentiellement, tu vas recevoir plus de sollicitations que juste pour la santé environnementale. Mais sur la base, si tu me donnes ton mail, je peux t'aider. Eh bien, notre conférence touche à sa fin. Nous tenons à vous remercier, vous quatre, d'être venus jusqu'ici. Vos échanges ont été très enrichissants et sans vous, encore une fois, le débat n'aurait pas pu avoir lieu. On tient aussi à remercier nos deux professeurs encadrants, M. Polomé et M. Dufal, qui, sans eux aussi, aurait été très compliqué l'organisation de cette conférence. On tient aussi à vous remercier, vous, le public. Sans vous aussi, cette conférence n'aurait pas eu lieu. On espère que les échanges qui ont eu lieu lors de cette conférence ont pu vous éclairer et vous ont plu. Dans 2 semaines, donc le mardi 18 février, il y aura une autre conférence. Les conférences du Master RISE vont continuer. Cette conférence traitera des métiers de l'environnement. Elle aura lieu au même endroit, au même lieu. Et si jamais ce thème vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Vous pouvez vous y inscrire via le QR code affiché sur le PowerPoint. Merci à tous.